château. Je me sens définitivement comme une princesse, plus précisément dans le film La Belle et la Bête. Donc, avec le foyer, les luminaires et lumière aussi qui est sur le foyer pour ceux qui ont déjà écouté le magnifique film de Disney. Donc, qui es-tu, Emmanuel Brasse, pour entamer? D'où viens-tu? C'est une grande question. Je viens de Châteauguay, oui. Born and raised, ou presque. Puis, qui je suis? En fait, c'est une grande question. Je porte beaucoup de chapeaux, dans le fond, parce que quand tu es antiquaire, ça part d'une passion pour les antiquités, les vieux trucs. Mais c'est tellement vaste, le monde des antiquités. Tu peux vendre de la porcelaine, de la vaissellerie, tu peux vendre des vieux cigares, tu peux vendre des vieilles bouteilles de vin. Tu sais, l'antiquité en soi, le terme, c'est tellement vaste, puis n'importe qui l'utilise pour n'importe quoi aussi également. Donc, c'est sûr que moi, je suis très niché. Tu sais, j'ai une passion, comme qu'on peut voir pour les luminaires particulièrement. C'est vraiment du travail constant. Tu sais, je magasine de recherche. 16 heures par jour sur toutes les possibles plateformes, dans le fond. Puis j'essaie de trouver... tu sais, je suis très niché, fait que j'essaie de trouver mes pièces à moi que je sais que ça représente bien mon entreprise. Si je m'en vais, mettons, sur Marketplace, mais j'ai mes keywords que j'utilise tout le temps, mais j'ai aussi plein de pickers qui savent que moi, je veux acheter ça. Fait que quand eux voient quelque chose que moi, j'ai pas vu, bien, ils me l'envoient. Ils font une petite cote sur moi, tout le monde est content. C'est vraiment c'est un travail à la chaîne des antiquités. Tu as comme les pickers qui ramassent plein de pièces, qui revendent à des antiquaires, les antiquaires qui vendent à des designers puis à des clients. Il y a une chaîne alimentaire dans le monde des antiquités. Mais c'est un monde qui est en déclin depuis 15 ans, 20 ans. Il n'y en a plus, tout le monde ferme, ça coûte trop cher. Exploiter un commerce en vendant des antiquités qui perdent en valeur puis qui perdent en intérêt. Donc, Trouver un public aussi qui est prêt à acheter. Faut que tu sois en ligne. Hein? Oui, exactement. Parce que, bon, on se le disait, c'est un peu plus dispendieux étant donné que c'est des antiquités. Donc, les coûts ne sont pas les mêmes. Ben oui, puis non. Mettons, mid-century modern, tout ce qui est 50, 60, très slick, très contemporain, ça se vend. La valeur a triplé, quadruplé dans les 10-15 dernières années parce qu'il y a un public pour. Tout le monde veut comme de quoi de minimaliste, très justement slick puis contemporain, versus des meubles victoriens. Mais des meubles qui valaient 15 000 valent 2 000 $. Parce que c'est gros, les maisons rapetissent, superficie habitable rapetissent aussi. Fait qu'à un moment donné, il y a comme une question aussi d'espace. Tu veux-tu un miroir de 12 pieds de haut quand tu as 8 pieds de plafond? Non. C'est sûr et certain que ton public, ici, ben, il se retrouve grandement diminué. Tu veux aller aux États-Unis, où est-ce qu'il y en a plein des manoirs avec, ou des propriétés, des cottages victoriens avec des hauts plafonds. Même si ce n'est pas un manoir, c'est une propriété qui a été faite de façon à avoir ces pièces-là à l'intérieur. Puis tu me parlais un peu plus tôt de tes moulures en bas. Donc, je vois celles d'en haut parce qu'en bas, tu les as peintes en noir. Ouais. Donc, ça aussi, ça vient de l'extérieur et ça a de l'histoire et tout ça. Les moulures, là, mais je les ai faites faire, en fond, sur mesure. Tu les as faites faire sur mesure? Ouais. OK, c'est ça que tu m'expliquais. Oui, exact. Les têtes architecturales, ça, c'est la réplique de moulures que j'ai enlevée sur un chantier d'un hôtel 19e siècle à côté du Château Frontenac à Québec. Je suis arrivé à mon ébéniste parce que ça, c'est typique colonial, georgien, comme l'architecture du building. Fait que les dents de loup, comme certains vont appeler, là, genre le dental work, ça, je trouvais que ça fitait parfaitement ici. Donc, je voulais vraiment faire une réplique de ce que j'avais en main. Donc, j'en ai fait faire comme une quarantaine pour tout le building au complet. Donc, chacune des fenêtres, chacune des portes, comme tu peux voir, ont la même tête architecturale. Puis les restes, je les garde pour un autre projet. Oui, c'est sûr. Yeah. On en a beaucoup à habiller ici. Au niveau résidentiel, je pense que c'est pas mal le plus haut que tu peux être dans une maison à Châteauguay. Oui, c'est ça. Hein? C'est fou, hein, parce qu'en plus, tous les plafonds sont hauts. Mais pas vraiment de maison avec 3 étages à Châteauguay, en fait. Oui. Mais avant 2019, tu n'avais tout simplement pas le droit d'en construire. OK. Puis là, c'est très strict, là, dans le fond, comme les normes pour pouvoir un 3e étage. Pour pouvoir te permettre ça. Ouais. Dans le fond, là, si tu veux établir une valeur économique intéressante pour un projet immobilier, tu dois subdiviser par avoir des pièces. Donc, si j'ai fait ça, comme c'est la chambre des maîtres, comme salon, leaking, puis ici, tu as comme le walk-in, si tu veux, où est-ce que j'ai mis beaucoup de pièces hors déco. OK. Qui sont un peu partout, à terre et au plafond.
qu'on ne doit pas capter avec la caméra. Tu peux prendre le plafond il est cute. Mais tu sais, je suis comme l'expert cordonnier mal chaussé où est-ce que toutes les boîtes octagonales, là, ben, ils n'ont toutes pas une lumière dessus. Fait que le soir, il faut que je me promène avec mon téléphone puis une flashlight. Parce que j'ai pas posé de luminaire encore dessus, ouais. C'est ça. Ben, moi, je suis ici le jour, pas le soir. Le soir, je suis en bas puis je travaille en bas. Oui, hein? okay. C'est ça. Voilà, pour ma défense, c'est ça que je fais. C'est justifiable. Ouais. Fait que toutes les portes, dans le fond, tu sais, sont magnifiques. Mais merci beaucoup. Je t'ai montré tantôt les poignées de porte. Oui. Les unit locks ont besoin de 2 pouces d'épais de porte en bois massif pour pouvoir les accueillir. Fait que les portes ont été faites en fonction des poignées. À date de 1870, c'est une des plus rares poignées de porte qui existent sur le marché, là, avec des loups dessus. Puis j'ai acheté ça d'un collectionneur aux États-Unis. Aux États-Unis? Ouais, j'ai fait un échange avec un autre poignet que j'avais. Oui. Ben lui, c'est un collectionneur, mais il aime créer des moules, des pièces. Donc, d'un coup qu'il a fait le moule, ben, il s'en fout, puis il est prêt à comme, accueillir une nouvelle pièce, puis faire le moule de la nouvelle pièce. Quand il a vu la pièce que j'avais, il ne l'avait pas, fait qu'il me l'a offert, celle-là. Puis, ouais, ça a été tout un projet installer ça là, parce que je n'avais pas la mécanique de la poignée, puis c'est spécifique à cette compagnie-là, à cette date-là. Donc, il a fallu rafistoler de tout. Tout est du rafistolage ici. Wow! Ouais. OK. Tout demande beaucoup de travail et de minutie absolument. ici. Juste faire le plancher, c'est comme un bon mois et demi à 2 mois à 2 gars. Là. Wow! Les fameuses poignées dont on parlait tantôt. Les fameuses poignées Unit Lock par Corbin, cataloguées en 1905. Donc, c'est pas mal les plus luxueuses poignées qu'on a faites dans l'histoire en Amérique du Nord. C'est vraiment comme 8 livres de bronze massif. Oui, puis c'est lourd. Je les ai prises tantôt. Ouais. Puis c'est ça. Donc, tout le building, c'est ce qu'il va y avoir. Donc, je les achète une à la fois quand j'en trouve en ligne sur eBay par des collectionneurs qui savent que moi, je recherche ça. Ça, c'est le modèle pour en bas, donc je les ai tous. Puis l'autre modèle, qui est la même compagnie, mais juste un autre modèle, tout simplement, c'est le modèle Marseille, dans le fond. Wow. Qui va aller au 2e étage. Donc, j'en cherche. Au 2e. Pour toutes tes portes au 2e? Oui, exact. Fait que j'en cherche 7, j'en ai 4. Si jamais il y a quelqu'un dans le public, dans l'audience, il y en a. Oui. I'm a buyer. Le monde des luminaires, ce qui est vraiment super quand tu es artistique, je me considère très artistique, c'est comme des Legos pour adultes. Il faut, absolument. Donc, tu défais tout. Et dans le processus de restauration, il y a recréé des finis d'époque, puis c'est de la réassemblage après. Le refilage, c'est un travail vraiment spécifique, puis un travail de patience et de maître. C'est quelque chose que tu n'apprends pas sur les bancs de l'école. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est un métier qu'on développe par passion. Oui, mais ça n'a pas commencé avec les luminaires spécifiquement, mais j'ai été dans cette direction-là pour une multitude de raisons. J'ai été appelé par la lumière. Ah, c'est beau, ça. Oui, mais non, pour vrai, c'était pour une multitude de raisons, dans le fond. Tu sais, au départ, quand tu te lances comme antiquaire, tu donnes le titre, il n'y a personne qui te le donne vraiment. Fait, je ne sais même pas, dans le fond, ce que ça veut dire. Là. Je vends des antiquités, je suis antiquaire, bon, mais au départ, tu achètes des... Moi, j'ai pas de famille dans les antiquités, j'ai pas aucune base de connaissances dans les antiquités. Donc, j'allais dans les marchés aux puces, j'achetais des trucs, je les postais en ligne, je faisais un petit profit. Mais là, de là à dire que tu peux en vivre, c'est une autre paire de manches, là, vraiment. Là. Puis, tu vois, de fil en aiguille, moi, j'ai un background entrepreneurial, donc évidemment, quand tu regardes l'angle entrepreneurial avec le domaine des antiquités, puis tu es capable de comme, sortir un peu de la zone de confort des antiquaires, où est-ce que c'est pignon sur rue, on attend notre client à la maison, au commerce là, plutôt. Puis là, si tu n'as pas de client, mais tu ne fais pas d'argent. Donc, moi, je me suis vraiment concentré en ligne. J'ai commencé à vendre sur... il n'y avait pas Marketplace à l'époque, donc c'est Kijiji, des trucs comme ça. Surtout Facebook, en soi. Oui. C'est celui qui marche le plus au niveau de la visibilité pour les choses? Au départ, c'était ça. Là. Tu ne sais pas où aller. Etsy, ça existait. eBay, ça existait. Mais encore là, shipper des pièces, c'est particulier quand tu ne l'as jamais fait. Là. Oui. Fait que tu startes de rien, puis tu apprends. Puis... j'ai eu la chance d'évoluer très rapidement dans le domaine parce que je suis passionné, I guess, puis je suis assez intense comme personne. Donc, tu sais, je pouvais pas attendre
personne, parce qu'il y a personne qui est prêt à t'apprendre rien, vraiment, sauf si tu es vraiment en arrière de tout le monde, puis que tu montres vraiment que tu veux apprendre, ben là, il y en a qui vont t'ouvrir la porte. Puis c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec les luminaires. J'ai rencontré un mentor, si tu veux. Je le salue d'ailleurs. Puis j'ai passé des heures dans son sol, là, à comme le regarder faire, puis qui me donne un morceau, puis qui me montre comment faire, puis j'ai sacré, j'ai saigné des doigts, puis tu connais rien de rien, là. Tu commences dans un... Tu sais, en France, mettons, ils ont des écoles, ils ont un patrimoine bâti, plus de 20 de... ou même plus, là, de mémoire, là, de leur bâtiment architectural d'époque, ils datent, je pense, avant le 18e, avant le 17e. Donc, ils ont de quoi entretenir, là. Là, je dis des dates, là, c'est peut-être pas ça les pourcentages, ni les bonnes dates, mais je sais qu'ils ont de quoi entretenir. Donc, ils ont des écoles, ils veulent éduquer les jeunes, ou du moins ceux qui sont passionnés, pour qu'ils puissent justement prendre la relève puis entretenir ces merveilles-là. Ici, on n'a pas ça. On a une belle histoire architecturale, mais on les entretient pas nécessairement, puis c'est compliqué, puis on a moins d'histoire. Donc, évidemment, c'est ça. Donc, on n'a pas l'école pour apprendre. Puis, tu apprends avec un mentor dans son sol pendant qu'il fume des clopes, puis qui Voilà. c'est ça. Puis moi, je fume pas, puis c'était très désagréable, mais j'ai appris de hard Mais way. t'as appris. Exactement. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé et où est-ce que tu as puisé ton inspiration pour trouver un résultat magnifique et unique comme celui-ci? Mais ça, c'est de fil en aiguille. Quand j'ai trouvé ma niche, là, on pourrait dire, là, vraiment mon créneau, dit plus proprement, dans le fond, c'est là vraiment que j'ai évolué dans un style qui était plus exubérant, plus luxueux. J'ai tout le temps aimé les fioritures, l'ornemental. J'ai tout le temps aimé qu'est-ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Puis, mais c'est facile de devenir un peu comme tacky, là. Tu sais, que ça soit tape à l'œil, mais que ça soit cheap. Puis je déteste ça pour mourir. J'aime quand que c'est des vraies pièces d'époque, des vraies pièces luxueuses, des vraies pièces qui ont une histoire. C'est là-dedans que je me suis concentré. Donc, c'est sûr que d'un point de vue évolution, quand tu te concentres sur des pièces qui ont une valeur marchande, puis tu restaures ça, puis tu te spécialises, bien, tu prends de la place, je veux pas, dans ce créneau-là. Puis c'est comme ça que j'en suis venu à bâtir ça ici. C'est l'image propre de ma personne puis de mon entreprise, dans le fond. Puis au niveau de la recherche, ça se passe comment? De l'achat? Au niveau de tous les luminaires, parce qu'il n'en manque pas ici. Ouais. Donc, tu t'approvisionnes de où? Comment ça se passe, ton processus d'achat? Encore une fois, live and learn. Tu apprends à aller dans les encans en ligne. Avant, tu allais physiquement dans les encans, mais la COVID fait en sorte que maintenant, tout se passe en ligne. Donc, Marketplace qui existe maintenant. J'ai des pickers qui m'envoient plein de photos, qui prennent leur chance, voir si ça m'intéresse. Il y a plein d'antiquaires qui ferment leurs portes aussi. T'es allé chercher ça où, par curiosité? Ah, ça, c'est toute une histoire. J'étais en train de faire du treasure hunt, donc j'étais en train de me promener en Ontario. Okay. J'ai été tagué dans une publication d'un taxidermiste que je pensais pas au Canada par une fille que j'ai jamais rencontrée par le biais des réseaux sociaux, mais elle a tripe taxidermie, crâne, etc. Donc elle m'a tagué, là, j'étais comme hey, je le veux. Ça fait longtemps que j'en trouve un. C'est le logo de ma compagnie, dans le fond. Oui, en plus. Ouais, le logo de ma compagnie, c'est un pan, mais plus comme art déco, là, plus géométrique avec des fines lignes, mais c'est un peacock. T'sais, j'aime les couleurs, j'aime ce que ça représente. Bref, fait que j'en voulais absolument un sur piédestal. Puis, je me suis fait taguer. Puis là, j'ai marqué à la blague comme I'm your buyer, je le veux. Puis là, le gars m'écrit, puis finalement, moi, je me fais tout le temps des listes. Là. J'ai une route, dans le fond, à suivre. J'achète souvent tout en ligne. Je m'en vais en Ontario. J'ai 20 heures de route en ligne à faire. Puis, je fais tous mes arrêts. Bon. Mon dernier arrêt était à Hamilton. Puis, le taxidermiste était à Hamilton. Fait que c'était comme... C'est trop beau pour être vrai. Fait que là, j'ai pas eu le choix de l'acheter. Mais là, j'ai passé plein d'autres commandes. J'ai vu toutes ces peacocks. Il y en a d'autres? Ben non, dans le fond, lui attend que le peacock, le pan décède. Puis lui, c'est ça vient d'une ferme. Là. Fait faut attendre la mort des animaux. Faut pas tuer les animaux. Non. Précisément. Audience, on tue pas les animaux pour les empailler. C'est ça. Ah, ouais. Donc, mais c'est ça, mais j'attends les prochains décès. Oui. C'est triste à dire. Rest in peace. Mais je veux les pans parce que j'aimerais en faire la location. C'est rare, t'en vois pas souvent. Non, donc, vrai. pour des photoshoots, c'est très rare. J'en veux un albinos, je veux des flamants roses. Je veux d'autres pans. Wow. Ouais.
je veux d'autres pans. Peut-être pas 1000 pans, là, mais 4 pans, je serais content. Mettons un comme ça, un autre qui le regarde, puis un albinos quelque part là-bas, peut-être proche de la douche. Puis là, j'ai un signe noir qui est super rare, que j'ai d'ailleurs tatoué dans mon cou. Là. OK. Ouais, juste là, fait que quand j'étais arrivé chez eux, puis je me suis comme enfargé sur la base du signe noir. Du signe, oui. Pas du canard, Mélanie, c'est un signe. Un signe noir. En plus, ça a tellement pas l'air de canard. S'il te plaît, tu l'as insulté, là. Il va s'en aller. Il va sortir de bord. Mais ouais, c'est ça, le signe noir qui est quand même... Mais c'est rare à avoir dans la vie en général un signe noir. Ben, j'osais pas le dire, mais là, je me suis dit, avec l'erreur que je viens de faire, je vais me taire, mais c'est rare. Il était vraiment noir. Il était vraiment noir, oui, absolument. Tu peux voir justement dans son pelage, s'il aurait été teint, ben, il n'aurait pas laissé de bout blanc. Là. Donc, tu vois vraiment que, oui, il était vraiment noir. Ça existe vraiment des signes noirs. J'allais dire pas encore. Évidemment, c'est un marché en plein déclin, donc les antiquaires, ben, souvent, c'est des gens assez âgés, ils prennent leur retraite, sont tannés, ça ne marche plus, par exemple. Ceux qui vivent encore de ça, c'est des pionniers. C'est des gens qui sont sûrement sur Notre-Dame, par exemple, à Montréal, puis qui ont acheté le building dans le temps qui faisait bien d'argent. Ils vont pas subir la hausse des loyers complètement folle de la rue Notre-Dame. Donc, c'est sûr et certain que ça fait en sorte qu'ils peuvent continuer à exister, mais aussi, ils sont devenus des antiquaires 2.0. Ils vendent en ligne. Donc, tu cherches en ligne, tu vends en ligne, puis tu viens mettre en la matière de comme spotter des pièces que personne n'a vues dans le sous-sol telle place, puis que tu t'enfarges dedans, puis finalement, cette pièce-là, ben, elle vaut 5000 pièces. Donc, c'est toute part de l'éducation. C'est pas dur. Si tu veux faire de l'argent dans ce domaine-là, puis tu veux te démarquer, il faut que tu t'éduques. Puis la seule façon de t'éduquer, c'est en magasinant, en achetant des livres, en analysant ce que les autres font. En affûtant ton œil également, parce que plus que tu affûtes ton œil, plus que tu vas avoir la capacité de trouver des pièces uniques, puis justement de trouver preneur. Parce qu'évidemment, c'est beau trouver une belle pièce, mais si tu ne sais pas comment la mettre en marché, ben, elle n'a pas plus de valeur que quand tu l'as trouvée dans le sous-sol de la dite place. Donc là, il y a un travail de photographie, de studio, de mise en marché, de publier ça aux bonnes places, parce que tu peux brûler une pièce aussi si tu ne la mets pas à la bonne place. Hein. Tu peux mettre... il faut que tu respectes la pièce que tu vends. Je trouve que c'est un des défauts un peu de l'industrie, je trouve, au Québec. Là, puis je ne veux pas juger tout le monde qui font ça au Québec, mais je trouve que, tu sais, il y a un marché international des antiquités. Le marché international des antiquités, ça veut dire qu'il y a une valeur internationale à une certaine pièce. Donc, une pièce ici à Montréal qui vaut 500 pièces, elle vaut peut-être 1500 ailleurs. Donc, je voulais pas me limiter à vendre au Québec parce que le marché est inférieur, parce qu'il est en plein déclin ici. Mais ça veut pas dire que, parce que les antiquités, c'est des microclimats. Ce qui se passe à New York, à LA, à Miami ou en Thaïlande, c'est une réalité qui est différente. Donc, tu veux t'attaquer au marché international parce que tu veux être en mesure de vendre à n'importe qui, n'importe quand. Je vends des pièces quand je dors, quand je vais aux toilettes, quand je prends ma douche, quand je suis sur la route. C'est ça la magie d'être en ligne puis d'être un antiquaire 2.0. Donc, voilà. C'est un travail constant. Par contre, peu importe l'heure de la journée, c'est un travail qui demande beaucoup de recherche et de créativité, si je comprends bien. Ben oui, ça absolument. demande absolument de ce côté-là, ces qualités-là pour réussir. Ben absolument, mais tu sais, si tu veux te démarquer dans la vie, peu importe si tu es antiquaire ou si tu vends des maisons, tu veux te démarquer, tu veux être créatif, tu dois être créatif, sinon tu es pareil comme tout le monde. Donc, c'est sûr que je pense que j'ai été très créatif dans la création du manoir où est-ce que j'abrite ma collection. Puis, j'ai la chance d'y habiter aussi. Fait que j'habite au sein de ma collection. Je travaille ici aussi, j'ai mon atelier. J'ai rarement des clients qui viennent ici, comme j'ai dit. Comme la majorité de mes pièces sortent du Canada. Mais pour ceux qui viennent, comme toi, Mélanie, et vous, l'équipe de tournage, ben, c'est un plaisir de vous accueillir dans ma création, puis en même temps, c'est une extension aussi de ma passion. Ouais, c'est tellement particulier. J'ai mes luminaires, puis j'ai le manteau de foyer que j'ai fait sculpter. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a de quoi de quand même assez unique. Fait que c'est dur d'avoir une base pour se comparer, mais en même temps, j'ai trouvé des lofts à Montréal qui se louent 3000 $ par jour. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je suis à Châteauguay, je ne suis pas dans le temps de Montréal. Reste que
C'est un manteau de foyer quand même hors de prix. Si tu prends en photo en avant, ben tu n'en trouveras pas un autre manteau de foyer comme ça, il est unique. C'est sûr et certain qu'avec les bibliothèques, le pan, tu rajoutes tous les éléments, 500 000 piastres de chandelier en haut de ta tête, mais là, tu viens de créer vraiment une ambiance unique, où est-ce que si tu te prends en photo, mais ça vaut tout l'or du monde lorsque tu fais la location pour des photoshoots puis des vidéoclips, par exemple. Très d'accord. Mais je suis sélectif par rapport au projet. Je ne veux pas nécessairement avoir des trucs que ça ne me tente pas de voir chez nous. Fait qu'il y a aussi cette logique-là, puis je ne veux pas brûler la place. C'est une place unique plus que ta montre. Puis je pense que c'est super important quand tu fais du locatif, si tu loues vraiment à un prix inférieur au prix du marché juste pour l'argent, à un moment donné, tu vas avoir n'importe qui chez vous. Là. Puis tu veux pas n'importe qui chez vous. C'est un peu quand tu loues un chalet. Tu as un super beau chalet, mais si tu loues ça pas cher, beau, bon, pas cher, puis là, c'est 14 jeunes qui se louent ça parce que c'est beau, bon, pas cher, tu vas voir que ton plancher va être collant à la fin du week-end. Fait que c'est ça. Moi ici, je tiens à ce que ça reste quand même classique. Je tiens à ce que ça reste comme que c'est là. Je suis sélectif dans mes projets, mais je suis tout pour encourager la scène artistique, puis des artistes émergents, sauf qu'il y a un coût de location ici, puis I stand behind it. Je trouve ça vraiment important parce que je sais que c'est un lieu unique. Il n'y a personne d'autre qui peut recréer un décor comme ça sans dépenser beaucoup d'argent puis beaucoup de déodorant. Oui, c'est ça. Puis, parle-moi un petit peu, j'aimerais que tu entres un peu, Emmanuel, dans le détail de ton manteau de foyer, de ton foyer aussi. Donc, il y a une histoire que tu me parlais derrière ça. Donc, parce que tu tenais absolument à avoir ce type de foyer avec ce manteau. Oui. Je trouvais ça super important, dans le fond, de rester dans le cadre de l'époque. L'architecture georgienne, c'est 18e siècle. Okay. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. C'était aux chandelles, c'était avec les moyens de l'époque. Donc, évidemment, le foyer, c'était super important parce que ça chauffait la maison, puis c'était une source lumineuse. Donc, je voulais vraiment garder le look d'époque aussi parce qu'aujourd'hui, avec les standards de foyer, tu as besoin d'un 6 pouces de dégagement. C'est très précis ce que tu dois faire pour plaire à l'assureur, par exemple, selon les normes de ta ville. Donc ici, on a un foyer européen. Il y a une enclave qui a été faite dans la fondation pour pouvoir accueillir le foyer. Donc c'est un foyer sur pattes monté dans l'enclave pour qu'il soit flush au sol. Puis puisque le marbre, c'est un matériau qui est non combustible, bien là, je pouvais vraiment comme mettre la lippe puis bâtir le manteau de foyer autour. Donc on a commencé avec le trou dans la fondation, le foyer. Puis après ça, j'ai dessiné le manteau de foyer, je l'ai fait sculpter. Ça a pris 4 sculpteurs pendant 3 mois. Wow. Ça a été sculpté de 2 blocs de Nero Marquina qui provient d'Espagne. Puis, et voilà, il est arrivé ici de mémoire 13 morceaux. En 13 morceaux? Oui. Wow, OK. C'est comme les lions de mémoire, ils font 500 kilos chaque. Oui. Ouais. Puis de quoi tu t'es inspiré? Pourquoi tu as voulu ce design-là? Ça représentait quoi pour toi? Ben c'était pas tant une représentation là, c'était au niveau comme du unique. look. C'était vraiment, j'ai tellement magasiné différents modèles dans ma tête, dans des magazines, sur Pinterest. Je regardais vraiment qu'est-ce qui se faisait à l'époque. Puis qu'est-ce qui m'interpellait moi, c'était des figurines. Fait que c'était soit avoir des femmes sculptées, des animaux. Je voulais avoir des personnages ou des animaux. Puis c'est sûr et certain que mais les lions, ça fit bien avec moi. Ça fit bien avec le décor aussi, parce que j'aime les animaux, j'aime la taxidermie. Pour moi, la taxidermie, c'est une belle façon de donner une deuxième vie aux animaux. Vu que le projet n'est pas encore terminé, je suis trop dedans pour réaliser. Je pense que toute cette réalisation-là, puis la terminaison du projet va comme me frapper dans la face. Puis là, je vais être assis là un matin, je vais faire comme « wow ». Là, je l'apprécie en ce moment. Je me compte très, je vais dire chanceux parce que, veux pas, je pense que tu crées tes propres chances, puis tu crées tes propres malchances aussi dans la vie. Là. Donc, j'ai travaillé fort, j'ai vraiment travailler fort, puis c'est pas un projet qui s'est fait très facilement. Je suis un antiquaire qui va avoir un financement hypothécaire pour bâtir ça ici, là, ce projet-là. Il n'y a rien eu de facile. C'était tout le temps un dossier crunchy. C'était tout le temps... je me l'ai fait dire plein de fois. Là, je me suis fait dire des noms plein de fois aussi.
Donc, je te dirais, mais à date, ce qui a été closé, c'est surtout ces étapes-là dont je suis fier. Le décor est super, magnifique, merveilleux, splendide. Je réalise, puis je suis fier de mes accomplissements, mais c'est pas encore clos pour moi. Donc, j'ai pas encore, on dirait, la capacité de m'arrêter puis faire comme « wow, OK, c'est fait ». Mais pour tout le reste, je suis super satisfait parce que j'ai appris beaucoup sur moi-même, j'ai appris beaucoup sur mes forces, mes qualités, j'ai appris sur quoi je devais travailler également. Donc, c'était, tu sais, le projet en soi, c'est 2 ans de ma vie, là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant rapidement? Parce que je sais que tu as la tête plein de projets, mais à court terme, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Emmanuelle Brasse? Ah, c'est gentil de me poser la question. Un vœu? Ben, je pense que je veux pas que ça sonne un peu weird, là, mais tu sais, juste la santé. Tu sais, la santé, je le vois parce que justement, tu sais, je dis la santé surtout parce que tous mes collègues dans le domaine sont vieux. Puis c'est tous des gens passionnés. C'est le métier que je peux te dire que, dans le domaine des antiquités, c'est une fucking maladie. Tu sais, t'es passionné, mais en même temps, tu peux jamais arrêter d'acheter, de rechercher. T'es pogné à vie dans le domaine. Puis, mettons, mon chum le plus vieux, dans les 80, puis je le vois encore, la même flamme que moi j'ai à 32 ans, lui, il a à 80 ans. Puis il veut pas arrêter, là, mais c'est la santé qui l'arrête, si tu veux. Mais il est encore prêt à continuer, il est là. Mais la santé. Fait tu sais, d'avoir la santé de continuer jusqu'à son âge, mettons, à lui, puis de pouvoir vivre de ma passion, puis de grandir, puis de faire vivre ça à mon fils, puis aux autres aussi. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, Mélanie, mais quand tu rencontres des gens passionnés, mais ces gens-là t'amènent dans leur passion. C'est vrai. Bon, mais c'est ça. Tu sais, je veux avoir la santé pour... parce que je suis encore un bébé antiquaire, là. Je me prétends pas être le plus grand antiquaire du monde entier non plus. Je sais que je scratch à peine la surface des possibilités. Donc, la santé, c'est ce qui conclurait, mettons, une longue longévité de ma passion. Puis, moi, c'est ça, la santé. Afin de la partager et de la faire vivre aux autres. Et voilà. Souhaite-moi de la santé, Mélanie. Je te souhaite de la santé, Emmanuelle. Yay! Merci. Merci à toi.